Comme autres protéines, nous avons les acides aminés. La taurine, comme exemple d'acide aminé, nous avons la taurine. Elle est 10 fois plus élevée dans le lait maternel que dans le lait de vache. Elle est nécessaire au bon développement cérébral. Les autres acides aminés qu'on peut citer, nous avons la méthionine, la tyrosine et la phénylalanine. Ils ont une concentration moins élevée dans le lait maternel que dans le lait de vache. En concentration élevée, ils sont délétères pour le développement cérébral. Autre grand sous-type de protéines, nous avons les peptides. Ils jouent un rôle de ligand pour certaines vitamines comme la vitamine B12 ou oligo-éléments, notamment le zinc. Ensuite, comme autre sous-type de protéines, nous avons les immunoglobulines. Elles sont en moins grande quantité dans le lait mature que dans le colostrum. Le lait maternel mature contient peu d'IgG. L'enfant les a reçus de sa mère par voie transplacentaire. Par contre, il est très riche en IgA sécrétoire. Le taux d'immunoglobulines spécifique dépend de la mémoire immunitaire de la mère. Ensuite, nous allons parler des enzymes. Le lysozyme, qui est une protéine soluble, quantité importante, qui est en quantité importante et responsable de la lyse des parois des bactéries. Ensuite, nous avons la lipase, nous avons également les lactases. Les lactases, quant à eux, facilitent la digestion et induisent le métabolisme hépatique. Après avoir parlé des protéines, nous allons parler des glucides. La quantité de glucides, elle est de 7 grammes pour 100 ml de lait, toujours dans le lait mature. Il est riche en lactose, 85 à 85%, ce qui confère au sel un aspect mou et joue un rôle important dans la constitution de la flore intestinale acidophile. Cette flore a un caractère non pathogène et permet une meilleure absorption des sels minéraux. En raison du bon développement du microbiote intestinal, pas besoin de supplémentation en probiotiques, comme c'est le cas dans certains laits commercialisés. Nous allons parler maintenant des graisses, dont la composition est de 3 à 4 grammes pour 100 ml de lait mature. La composition est variable. Elle dépend de l'alimentation maternelle, du moment de la journée et de la période de la tétée. On a un taux maximal en fin de tétée. Ils fournissent 50% des apports caloriques. Parmi ces graisses, on distingue les triglycérides, qui constituent 98% des lipides, riches en acides gras essentiels polyinsaturés à longue chaîne, riches également en oméga 3 et 6, qui sont l'acide alpha-linoïque et arachidonique, qui permettent un meilleur développement cérébral, donc notamment le développement cognitif et visuel. Il est nécessaire également pour la synthèse des prostaglandines. Comme autre graisse, nous allons parler du cholestérol. Il varie peu avec l'alimentation de la mère ou le stade de la lactation. Les facteurs influençant le métabolisme du cholestérol sont retrouvés dans le lait maternel dès les premiers jours, ce qui protégerait à long terme le nouveau-né contre l'hypercholestérolémie. Maintenant, après avoir parlé des graisses, nous allons parler des sels minéraux. Leur teneur est relativement faible par rapport au lait de vache, mais suffisante pour couvrir les besoins du nouveau-né. Leur quantité n'est pas en fonction de l'alimentation maternelle. Comme sels minéraux, nous pouvons citer le sodium, qui est de 10 à 20 mg pour 100 ml, le calcium, 25 à 50 mg pour 100 ml, le fer, 0,05 mg pour 100 ml. Le rapport calcium-phosphore égal à 2 est relativement élevé. Après avoir parlé des sels minéraux, nous allons parler des vitamines et oligo-éléments. La teneur en vitamines est variable et dépendante de l'état nutritionnel de la mère. La vitamine K, on a une faible teneur dans le lait maternel, une faible proportion traversant le placenta. L'immaturité du foie et le microbiote non développé sont responsables de son déficit chez le nouveau-né, d'où la nécessité de supplémenter en vitamine K à la naissance pour prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né. Quant à la vitamine D, on a également une faible teneur en vitamine D dans le lait mature. Elle dépend de l'alimentation de la mère. On a une nécessité de supplémenter jusqu'à 6 mois. La vitamine C et E, quant à eux, ils sont de concentration satisfaisante dans le lait mature.
Ensuite, nous allons parler des hormones. Les différentes hormones qu'on peut trouver dans le lait mature, nous avons l'insuline, le facteur de croissance épidermique, la prostaglandine, l'hormone thyroïdienne, la somatostatine, la calcitonine, l'érythroprotéine, la neurotensine, les stéroïdes ovariens et les surrénaliens. Enfin, nous allons parler des facteurs anti-infectieux. À savoir les immunoglobulines A, G et M, les leucocytes avec 90% de macrophages et 10% de lymphocytes. Les moyens de défense non spécifiques comme la lactoferrine, les ligands, l'acide folique, la vitamine B12, les lysozymes, les interférons et les compléments. Ici, nous avons un schéma ici, un tableau récapitulatif qui permet la comparaison entre les différents constituants du lait, qui permet de comparer les différents constituants cités entre le lait de vache et le lait de la maman. En grand 4, nous allons parler des avantages de l'allaitement. L'allaitement maternel présente des avantages irréfutables pour les enfants, la mère et la société. Les avantages de l'allaitement maternel sont non seulement de type sanitaire, mais aussi d'ordre nutritionnel, immunologique, social, économique et environnemental. Les avantages pour le bébé, pour le bébé, le lait maternel a un grand avantage car il est très nutritif. Il est plus nutritif que celui de la vache. Il n'augmente pas le travail du rein et est facilement digéré par l'enfant. Un enfant qui est nourri au lait maternel grandit et grossit harmonieusement. Son cerveau connaît un meilleur développement et le lait maternel est adapté constamment aux besoins physiologiques de l'enfant. Chez le prématuré spécifiquement, les bénéfices de l'allaitement maternel sont l'amélioration de la tolérance digestive, la réduction du risque d'entérocolique ulcéro-nécrosante et l'amélioration du développement cognitif. Comme autre avantage, nous avons cité l'avantage immunologique, à savoir la diminution de la fréquence des infections digestives et respiratoires, la diminution du risque infectieux qui persiste après le sevrage, c'est l'allaitement maternel très long, la prévention ultérieure de l'apparition de plusieurs maladies, notamment l'obésité et le diabète insulinodépendant pendant l'enfance et l'adolescence, la diminution des allergies, pas de protection complète contre leur apparition, la diminution du risque si allaitement maternel exclusif, prolongé au moins de 4 mois. Nous avons également la bonne croissance somatique et psychomotrice, la bonne croissance du massif facial, le bon rangement dentaire et la bonne qualité de la respiration nasale. Après les avantages immunologiques, nous allons parler des avantages psychoaffectifs. Comme avantage psychoaffectif, la relation entre la mère et l'enfant est favorisée, jouant un rôle fondamental dans l'harmonie et l'équilibre futur de l'enfant. Elle a aussi un rôle bénéfique sur le développement intellectuel et est un rempart naturel contre les troubles du comportement. Ça, c'était les avantages pour la mère. Maintenant, pour le bébé, concernant maintenant les avantages pour la mère, la relation mère et enfant, la mère est plus émotionnellement satisfaite. Elle permet d'espacer les naissances avec la méthode la MAMA. Les suites de couches sont facilitées en diminuant considérablement le risque d'infection